Bonjour à tous. Donc on est parti. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam. Et j'ai un pseudo super chelou sur Twitter, mais qui était dispo partout. Sauf sur Pokémon Go. Donc si jamais vous retrouvez le mec qui a chopé mon pseudo sur Pokémon Go, ça m'intéresse. Parfois, les gens m'ont déjà vu, soit parce que je donne des interviews sur YouTube, enfin je fais faire des interviews aux gens, ça s'appelle My Amateur, c'est les interviews en toge, soit sur une de mes confs, donc n'hésitez pas. Je vais souvent faire référence à des trucs que j'ai racontés dans d'autres moments dans cette conf, et n'hésitez pas du coup à requêter sur YouTube. Dans le civil, pour ceux qui ne le savent pas, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud, en fait Clever Cloud. En fait, en vrai, ça marche. Si vous mettez clevercloud.ws, normalement, dans votre browser, ça marche. Et c'est une boîte qui est assez cool, parce que ce qu'on fait, c'est un platform as a service, mais en fait, on préfère dire qu'on déploie et qu'on maintient en conditions opérationnelles. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, vous envoyez, et à partir de ce moment-là, on va déployer, mais également mettre à jour l'OS, trouver les bugs, relancer ce qui merde, gérer les load balancers devant, faire la sécu. En fait, on gère tout, la scalabilité, le bidule. Et ça, on le fait sur un cloud qui est vraiment européen, vu que c'est des vraies machines, tout ça, ou alors on peut en mettre chez OVH, etc. Ou alors, on le fait on-premise, donc dans les infrastructures que vous désirez, puisque c'est un soft qu'on peut installer chez vous. C'est vraiment cool, n'hésitez pas à l'essayer ou si vous avez des questions avec ça. On passe à la keynote. En fait, on est en fin de journée. On a passé toute la journée à réfléchir à comment on allait faire des nouvelles infrastructures, etc. Et souvent, ce que me disent les développeurs en fin de conférence, c'est c'était cool, mais il faut arrêter de vivre dans le monde du rêve, on va revenir à la réalité. Cette idée qu'il y a la techno des conférences, qui est cool, et puis il y a la réalité et notre job ennuyeux, et c'est pourri. Et en fait, moi, je refuse. En fait, je refuse ce truc pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que moi, j'aime énormément mon job. Et j'espère que vous l'aimez aussi, votre job, parce qu'on y passe beaucoup de temps. La seconde chose, c'est que je tiens à propos de mon job, ce qui fait que je me sens investi, et donc du coup que je fais vachement intéressant à ce qui se passe là. Et notamment, il y a un truc qui s'est produit au 19e siècle, qui a été l'idée des 3 fois 8 heures. Vous allez bosser 8 heures, avoir 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs, que vous paierez parce que vous avez souffert pendant 8 heures. Cette vision consumériste n'est pas du tout mon style, ça me gonfle. Et du coup, je la refuse, donc c'est une des premières raisons. Et la deuxième chose, c'est que j'aime bien être fier de ce que je fais. Et ce qu'on a fait chez Clever, c'est une belle plateforme, tous nos clients sont heureux, on n'a pas de churn. Et donc, je peux être fier de ce que je fais, et j'enjoins tous les gens à être fiers de ce qu'ils font. Et ça me gave quand j'arrive dans des grosses boîtes et que tout le monde me dit « Désolé, on n'est pas en train de faire du Go en microservice parce que tu comprends, nous on n'est pas encore à jour Tagada » et que les gens s'excusent de ça. Je trouve que c'est pas bien et ça me rend triste que les gens aient honte de leur legacy. Et ce qu'ils appellent leur legacy est quelque chose qui traîne comme ça avec une sorte de honte en disant « Désolé, on n'est pas hype, etc. » Et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça se produit. Parce qu'en fait, les boîtes dans lesquelles ces gens-là bossent, en général, gagnent de l'argent. Donc ça va plutôt bien, c'est plutôt cool. Et en fait, ils pourraient être fiers de ce qu'ils font. Donc la première chose, c'est qu'on va essayer de comprendre ce que c'est que cette espèce de paradoxe autour du code et de la hype. La première chose à comprendre, c'est qu'un morceau de code, c'est pas une pièce d'art. C'est-à-dire qu'on peut le dire dans tous les sens. Le code, c'est pas beau. C'est intelligent, c'est malin, ça nous fait plaisir, mais ça n'est pas beau au sens artistique, c'est pas émouvant. Je veux pas dire que les développeurs sont pas sujets à de l'inspiration. Je pense fortement ça. Il y a des fois, tu es inspiré, tu es extrêmement productif. Il y a des fois, tu n'es pas inspiré, et mieux vaut que tu fasses tes notes de frais. Parce que, en fait, tu n'es pas productif. Ce que je veux expliquer par là, c'est que la vision artistique, c'est quelque chose qu'on va laisser aux artistes. Et donc on va arrêter de se dire qu'il y aurait une sorte de transcendance supérieure qui serait faire du beau code ou du code moche. Le code, c'est quelque chose qui est de construire une pièce logicielle qui doit produire du retour sur investissement. Je parle souvent d'argent et de retour sur investissement quand on parle de logiciel, parce que je pense sincèrement que si les développeurs étaient capables de répondre franchement aux chefs de projet et aux financiers dans une boîte, ce qui est rentable ou pas rentable, ils arrêteraient d'avoir des dysfonctionnements managériaux liés
au fonctionnement budgétaire de l'entreprise qui en fait génère des dysfonctionnements managériaux. C'est un sujet que j'ai largement évoqué dans la conférence que j'étais censé vous faire maintenant, mais que j'ai décidé de faire celle que je fais maintenant à la place parce que celle-ci me faisait envie, voilà. Mais vous pouvez retrouver celle-ci sur YouTube où je l'ai donnée de maintes fois et c'est aussi pour ça que j'avais plus envie de la donner, c'est que je l'ai donnée trop de fois et donc ça ne m'amuse plus de la faire. Une fois qu'on a dit que le software est un investissement, la deuxième chose à voir, c'est que souvent des développeurs vont me parler de la dette technique. Comme si en permanence, à chaque ligne de code, on générait de la dette technique. Et en fait, c'est stupide. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous tapez du code, le code finira par être remplacé. La question, c'est est-ce que le code est rentable à un instant T? Moi, je préfère parler d'investissement technique. Un investissement, c'est quelque chose qu'on achète, qui rapporte ou qui ne rapporte pas de l'argent, et ça te cite. Le code qui vous permet de faire une migration de BDD, en toute théorie, il sera exécuté une fois. Donc on ne pourra pas calculer son ROI sur 3 ans de la réutilisation de la machine-outil qu'est le code, vous voyez bien. Par contre, écrire bien la migration et éviter de fixer les valeurs pendant 1 mois à la main dans la base de données, on voit bien que c'est rentable. Et cette ligne de code de migration qui a été exécutée qu'une seule fois, bah elle est rentable d'elle-même. Et quand on parle comme ça en investissement, ça devient tout de suite beaucoup plus rationnel. Faire un POC ignoble dans une technologie de productivité extrêmement rapide pour faire un POC, pour décrocher le budget, pour tout recoder, jeter à ce moment-là le POC n'est pas de l'argent perdu, puisque tu as déjà gagné de l'argent avec. Jeter du code qui ne devrait plus servir est un bon investissement, parce que du coup, vous évitez de vous balader une merde à maintenir pour l'éternité. Vous voyez le point? Donc, il faut vraiment arrêter avec cette histoire de dette technique, mais comprendre qu'il y a des investissements, et il y a des investissements qui deviennent des boulets. C'est comme tout. Par exemple, il y a des gens qui ont acheté de l'action Groupon quand ils sont rentrés en bourse. Ben, c'était un mauvais investissement. Il y a des gens qui ont acheté de l'action Élastique quand ils sont rentrés en bourse. C'était un bon investissement. Vous voyez le point? Le ROI, il doit être global au projet. Et ça, c'est un truc que j'explique également dans l'autre conférence, c'est que l'un des points essentiels de DevOps, c'est un changement budgétaire dans le fonctionnement, qui est de dire qu'on va biller ensemble les développeurs et les ops, parce que ce qui compte, c'est la machine de productivité d'argent globale, et pas de diviser le software et la prod, c'est d'avoir un service de delivery global qui du coup a un ROI global. Vous ne pouvez pas faire de DevOps fonctionnel dans une entreprise tant que vous avez séparé les deux projets. Ce sera toujours de la poudre aux yeux. Étoile. Si jamais vous créez un troisième budget, qui est de créer une team DevOps qui vient s'intercaler entre les deux, vous venez juste de rajouter des problèmes aux problèmes managériaux que vous avez avant. Une fois qu'on a dit tout ça sur du code et de la technologie, la question suivante qui se pose est comment est-ce qu'on fait des bons choix technologiques? La première chose pour comprendre les choix et les choix technologiques, c'est que dans l'humanité, les humains ne sont pas des gens rationnels. On appelle ça la mise en place de Kubernetes dans une entreprise. Pardon, j'ai trollé. Les gens ne sont pas rationnels, ils ne sont pas data-driven. En fait, les décisions, on les prend en général pour de mauvaises raisons. Quand vous êtes dans le rayon boisson énergétique, la raison pour laquelle vous achetez une Red Bull ou une Carrefour Discount Energy Drink, alors que ça sort de la même boîte, c'est pourquoi? C'est du marketing, c'est de l'émotion, c'est du paraître. Le prix, par exemple, a toujours été une partie du marketing des choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un super reportage il y a quelques années sur le Tarama, et les mecs vous expliquaient que le Tarama Leclerc Discount était exactement le même que chez Fauchon, avec un facteur de prix différenciant énorme. Mais c'est parce que les gens qui mangent du Tarama Fauchon, ils ne mangent pas du Tarama, ils mangent leur argent. Et donc, les choix technologiques, c'est comme tous les choix, ils sont émotionnels. Et les gens font des choix technologiques en grande partie pour des raisons qui sont, par exemple, est-ce que j'assure mon métier? Vous connaissez cette expression qui dit « personne ne s'est jamais fait virer pour avoir choisi du IBM ». Je vais vous donner un exemple plus simple. Le Gartner. Vous savez bien qu'une des justifications pour faire un projet, c'est, vous voyez bien que c'est dans le Gartner. Mais est-ce que le Gartner vend un produit qui est de prédire l'avenir, ou est-ce qu'il vend un autre produit?
Il y a un des chercheurs du MIT qui était extrêmement frustré sur cette histoire-là, qui a pris les prédictions du Gartner depuis 10 ans et une bande de singes, et a trouvé une mécanique pour que les singes puissent prédire des trucs. Et il s'avère que le random des singes était plus fiable que le Gartner. Bon, le mec avait vraiment envie de faire son point, que le Gartner, ça sert à rien. Mais en fait, c'était loupé complètement le point du Gartner. Le Gartner, c'est pas quelque chose qui vous prédit l'avenir, c'est une assurance pour exécutive de boîte afin de pouvoir dire quand un projet a foiré parce que tu as acheté une étude au Gartner qui te dit que c'était une bonne idée de faire le projet, et dire, ouais, le projet a foiré, mais tu vois, c'était dans le Gartner. Sous-entendu, c'est pas de ma faute. C'est ça le métier du Gartner, c'est une assurance. Quand vous faites des choix, c'est beaucoup drivé par des émotions. Et c'est rarement drivé par des datas. La deuxième chose, c'est que les gens passent leur temps à comparer leur inside à l'outside des gens. Les gens comparent les petites perles de code un peu pourries qu'ils ont en interne avec chez Microsoft, on code comme ça, ou chez Facebook, on code comme ça, ou chez Apple, ils sortent l'iPhone qui est le meilleur produit du monde. Mais en fait, des dirty little secrets, il y en a dans toutes les boîtes. Et en fait, chacun va planquer son inside, alors que l'outside est complètement différent. Et il ne faut pas comparer le discours marketing de quelqu'un avec votre inside. Une des grandes modes, par exemple, c'est d'essayer de dire, oui, on bosse à la Google, sous-entendu Google, cette jeune start-up un peu grosse qui a quelques personnes et qui bosse bien. Mais si je vous racontais une histoire qui est, on est sur un gros projet. Ce gros projet, on est obligé de coder avec dans un framework maison, qui est entretenu à la maison. Le projet a été décidé entre plusieurs VP de la boîte pour des raisons politiques. Il y a une énorme faille de sécurité dans le projet que pendant 8 mois on a foutu sous le tapis jusqu'à ce qu'on nous mette un couteau sous la gorge et qu'on soit obligé de shutdown le produit parce qu'en fait il ne marchait pas du tout et qu'on était incapable de le rendre sécuritaire. Je ne suis pas en train de vous décrire une banque française là. Je suis en train de vous décrire Google+. Parce que Google, c'est une boîte de 85 000 employés, et que comme toutes les boîtes de 85 000 employés, ils ont beaucoup de politique, des problèmes de boîtes de 85 000 employés, ils ont des problèmes. Et vous voyez bien que vous ne pouvez pas comparer votre inside à leur outside, qui est de dire, nous on est Google, on n'a que les gens les meilleurs qui bossent chez nous. Ce qui est en plus très marketing comme affaire, parce que Google ne recrute pas les gens les meilleurs pour qu'ils bossent chez Google, Google recrute les gens les meilleurs pour s'assurer qu'ils ne bossent pas ailleurs. Ce qui est tout à fait différent comme approche. Je ne sais pas si vous savez, il y avait un cartoon génial là-dessus, vous aviez Larry Page et Sergey Brin sur un bateau qui étaient en train de se dire hey, tu sais, il y a tel mec qui a fait telle thèse géniale de Stanford dont tout le monde a parlé, etc. Ouais, bah ça y est, on a gagné, il bosse chez nous. Ah génial, et qu'est-ce qu'il fait? Il récure les chiottes, c'était le seul poste disponible. Parce que le but, c'était que ce mec-là n'ait pas bossé chez Facebook. C'était ça le point. Cette stratégie-là, de passer votre temps à vous dire vous n'avez pas été assez bon pour gagner une place de job chez Google, mais vous pouvez encore utiliser nos produits, c'est ce que j'appelle le marketing de la honte. On va vous rendre honteux de ce que vous produisez pour essayer de vous faire travailler d'une façon particulière. Parce que la technologie est devenue un business et du marketing extrêmement fort. Il y a quelque temps, Facebook a sorti un gros machin en time series avec un énorme papier et une implémentation à côté. Et il y a un des mecs qui a lu le papier, utilisé l'implémentation, il n'a pas eu les mêmes résultats, et il a fini par aller voir les mecs de Facebook en disant mais le papier et l'implème, en fait, en open source, vous voyez bien, ça ne fait pas la même chose en fait. Les mecs de Facebook ont dit ouais, mais en fait, l'implème qu'on a mis sur open source et ce qu'on utilise dans l'interne, c'est pas la même en fait. Donc du coup, c'était trop chiant de réimplémenter exactement le papier, du coup, on a fait ça en speed, et ça a marché en marketing. Et du coup, depuis, ils ont délété le repo GitHub. Parce qu'il était plus important de publier quelque chose disant que chez Facebook, on est génial, que de faire quelque chose d'honnête qui était de balancer ce qu'ils faisaient en vrai. Vous voyez le point? Et c'est ça le marketing de la honte. En fait, c'est cette honte qu'on vous impose et qui vous dit bosser avec ça. Et notamment chez Google, quand on vous dit bosser avec Angular, bosser avec Dart, bosser avec GWT, bosser avec Kubernetes, enfin c'est que des technos. Moi, j'ai jamais vu un produit Google avec. En vrai, en interne, ils s'en servent pas. Donc, c'est vraiment du marketing qui est fait pour vous faire rentrer dans un système qui est de se dire si on ne bosse pas à l'américaine, on ne sera jamais comme les géants d'Internet. Sachant que les géants d'Internet, c'est très relatif quand vous regardez l'Internet chinois. Il faut comprendre un truc à propos de boîtes comme Amazon ou Google, c'est que c'est des gens qui ont shifté de paradoxe. Avant, t'écoutais Amazon, c'était la plus grande vendeur de livres du monde, et ce qu'ils avaient fait était extraordinaire, et tu écoutais leurs conseils.
Google, ils avaient fait un moteur de recherche, t'écoutais leurs conseils sur on est génial et on a construit ça. Et du coup, c'était pour ça que tu allais les voir, c'était pour avoir les conseils de comment ils l'avaient fait. Mais aujourd'hui, c'est plus des grands frères qui vous donnent des conseils, c'est plus des rôles modèles, c'est des gens qui vous vendent de l'IT. Donc ils sont passés d'un rôle d'advisor à un rôle de vendor. Et donc, ils vous font du shame pour que ça passe nickel en vous disant mais si tu utilises nos services, tu seras comme nous. Il ne faut pas... À propos des vendors, il faut aussi être capable des fois de réaliser ce qui peut se passer sur un marché. Qui se souvient de l'époque OpenStack? Qui a vu dans sa boîte un projet OpenStack se lancer? Et qui maintenant a du OpenStack en prod qui marche? Moi je connais que OVH qui a fini par installer le bordel. Bon en fait ils ont quand même 150 gus qui ont tout recodé quand même pour que ça marche. OpenStack, j'ai jamais compris pourquoi les gens allaient dedans, parce que ça n'avait aucune logique. Vous aviez une boîte qui s'appelait Rackspace, qui était un hébergeur traditionnel, qui était devenu un hébergeur cloud, qui disait à tous ses concurrents qui avaient envie de devenir des hébergeurs cloud, hey, vous prenez notre soft, vous le mettez, et bam, vous êtes un hébergeur cloud comme nous. On est trop sympa, non? C'était quoi leur intérêt de faire ça? Genre, ça avait le moins d'intérêt qu'ils fassent ça? Ou alors, ils avaient pondu un soft que tout le monde prenait une éternité à installer, qui marchait pas, qui était une usine à gaz, machin, et ça faisait un énorme nuage de fumée où tout le monde s'est paumé dedans pendant une éternité, et en fait, aucun hébergeur traditionnel n'est devenu hébergeur cloud. Posez-vous sincèrement cette question-là. Parfois, c'est quoi l'intérêt des gens de pousser une technologie? Est-ce qu'ils sont réellement open source ou pas open source? Vous avez un projet comme PostgreSQL, il y a plusieurs boîtes qui collabent dedans, ça se passe bien, c'est la communauté. Il y a des projets, bizarrement, il n'y a qu'un seul contributeur et en plus, il ne l'utilise pas en prod chez lui. Réfléchissons à pourquoi. Quel est son intérêt? Pourquoi le fait-il? Et du coup, vous devez absolument arrêter de choisir des technologies parce que le Hello World marche. Il y a beaucoup de gens qui vont choisir une techno parce qu'ils arrivent à le booter sur leur Mac. Mais en fait, on s'en fout que ça boote sur ton Mac. Tu choisis pas Hadoop pour traiter de la big data parce que tu arrives à le faire tourner dans tes 8 Go de RAM sur ton Mac. Tu choisis Hadoop pour faire de la big data parce que en te faisant chier pendant un mois, tu arrives à le faire tourner sur 250 serveurs avec chacun un demi-téra de RAM. Ce qui n'est pas du tout le même setup. Regardez ce qui s'est passé dans l'écosystème PHP. La raison pour laquelle on s'est tapé la pile LAMP pendant des années, c'est que quand les mecs de PHP se sont dit ce serait quand même cool qu'on ait une base de données, c'était il y a des années, hein, ils ont dit on va faire le tour des bases de données open source du coin. Donc il y avait MySQL, Postgres, etc. Et Postgres était déjà à l'époque nettement supérieur technologiquement à MySQL. Le truc c'est que je ne sais pas si vous avez installé Postgres jusqu'à il y a 5-6 ans, c'était la misère sur Terre, quoi. Il fallait aller modifier 6 fichiers de conf, la doc était dégueulasse, enfin voilà. Dans la core contributing team de PHP, personne n'a réussi à installer Postgres. MySQL a été choisi pour une raison simple, c'était le seul qu'ils avaient réussi à démarrer tous. Vous voyez bien que pour choisir une base de données, c'est pas le bon facteur, c'est pas le bon critère. Et là-dessus, vous devez absolument en permanence mettre le facteur apprendre au-dessus des rumeurs. Il y a énormément de choix technologiques qui sont faits par rumeurs, où on te parle d'un truc en disant « Ah, machin, c'est génial. Ah ouais, machin, c'est génial. » En fait, tu n'y as jamais touché. Tu t'en es jamais servi. En vrai, la seule façon dont tu t'en es servi, c'est en speed. Des fois, tu as fait une démo Hello World sur ton Mac. On parle d'une techno de clusterisation hyper compliquée et tout le monde est là à se branler la nouille en disant « Ouais, ce qu'on a fait, c'est génial et tout. » Et en fait, tout ça, c'est du overheard, c'est de la rumeur. Tester une technologie, c'est aller dans le fond des choses. Et c'est apprendre. Et apprendre, ça vaut le coup. C'est comme ça qu'on devient brillant. C'est comme ça qu'on est capable de contribuer au projet. C'est comme ça qu'on est capable d'évoluer dans sa carrière. Et pour apprendre, il n'y a pas 6000 solutions. Il faut lire le code. Un logiciel open source, c'est un logiciel dont vous avez les sources. Ce n'est pas un logiciel gratuit. Quand vous décidez de virer votre framework interne au profit d'un framework communautaire qui va être maintenu par plein de gens, l'intérêt, c'est de ne pas aller lire les sources du framework pour savoir comment il marche. C'est de ne pas se taper la maintenance tout seul et de faire une maintenance communautaire, éventuellement appuyer sur un éditeur en plus. Mais l'intérêt d'avoir votre framework d'injection de dépendance en interne est relativement limité. L'intérêt d'utiliser Spring, c'est qu'il y a Spring et plein d'autres gens qui s'en servent, que la doc est bien, etc. Mais surtout que vous pouvez aller lire le code source des choses. Et quand vous lisez le code source, vous découvrez des tonnes de choses qui sont très différentes de la page feature d'un produit.
Il n'y a pas longtemps, il y a une base de données dont je tirerai le nom qui nous a excités tous chez Clever, on était à fond. C'était une base de données qui nous promettait de la gestion au niveau de la ligne des droits d'accès. On était tous comme des oufs, hyper excités. Puis on a été lire le code, on s'est rendu compte que tout était reposé sur NTP. Bah, ça nous a tous déchauffés, tu vois. C'est même pas la peine qu'on s'énerve. Parce qu'en fait, c'est pas intéressant. Vous voyez le point? Là, il n'y a jamais de magie. Allez lire le code, c'est toujours génial. Ensuite, vous devez accepter l'échec. L'apprentissage passe par des échecs. Et pour accepter l'échec, ça veut dire que si vous montez un projet énorme, en passant votre temps à dire « ouais, ça c'est génial, ça va changer », et puis petit à petit, le truc grossit. Donc ça va soigner le cancer et régler la faim dans le monde, faire revenir l'être aimé. Que vous tentez le projet, que pour finir, la technologie ne fait pas ce qu'elle promet, vous allez vers une immense déception. Monter des petits projets dans lesquels vous introduisez un peu de nouveauté vous permet de construire un échec ou un succès, mais qui n'est pas grave. Et donc, comme ça, d'apprendre. Quand on fait ça, on se retrouve rapidement face aux 5 gros problèmes de la science de l'ingénierie informatique. Le premier problème, que je ne vais pas détailler ici, est de nommer les choses. Nommer les choses fait partie de la communication humaine, c'est un problème. Les ID des bases de données font partie de ce problème-là. C'est un problème vaste et complexe qui est de nommer les trucs en informatique. Je ne vais pas en parler plus longtemps parce que je pourrais en parler 2 heures. Le deuxième problème, c'est la gestion des dates et du temps. Parce qu'il y a des time zones, parce que la gestion du temps, en fait, c'est le bordel. Parce que si tu dois gérer le passé, il y a des moments où le calendrier grégorien, les mecs vont skipper 20 jours dans un mois parce qu'ils avaient fait de la merde avant. Enfin bref. La gestion du temps, c'est toujours désagréable. Et alors, synchroniser le temps entre les serveurs, c'est encore plus chiant. Donc, ça, c'est un autre énorme problème de l'industrie informatique que je ne vais pas détailler parce que c'est un problème très théorique et qui ne parle pas d'architecture. Le troisième problème, c'est le problème de la sémantique et du binaire. Je m'explique. La sémantique, c'est décrire un process. C'est faire comprendre à l'ordinateur, en fait, ce que vous faites. Quand vous écrivez un pom.xml, vous décrivez la sémantique de vos dépendances. L'opposé de la sémantique, qui est d'expliquer quelque chose à un ordinateur, c'est le binaire, c'est l'exécution. Dans le cas des dépendances, c'est le fameux dossier /lib dans lequel vous foutiez les jars en vrac. Vous saviez, on va aller récupérer des jars sur des forums PHPBB en pièces jointes, on les collait en vrac dans un dossier /lib. Et puis quand tu as besoin de mettre à jour tes dépendances, bah, tu l'as dans le cul, tu as 40 jars quand tu ne comprends pas, les dépendances s'en mêlent, c'est l'enlise. C'est du binaire. Globalement, vous pouvez toujours descendre de la sémantique vers le binaire, mais vous ne pouvez pas remonter du binaire vers la sémantique. C'est impossible. Ce qui veut dire, quand vous déployez une application sur Clever Cloud où vous envoyez le code et son build system, ce qui est standard, on les déploie depuis 8 ans sur Clever Cloud sans jamais avoir rien changé dans ce qu'on nous envoie les gens, parce que c'est sémantique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, nous, on a changé 25 fois de façon de builder les trucs, vous vous en êtes jamais rendu compte. C'est sémantique, on est parti de la sémantique, on a été vers le binaire. Par contre, votre recette Puppet, vous n'avez pas pu la transformer en recette chef, vous n'avez pas pu la transformer en Docker file, tout comme la binaire d'un Docker Compose ne se transforme pas en binaire d'une description Kubernetes, parce que c'est du binaire. Ça s'intéresse à de l'exécution pure. Et ce n'est pas intelligent, ça. On ne peut pas en faire quelque chose dans lequel on réfléchit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose qu'un projet avec du Ant et un projet avec du Gradle. Le Gradle, il est sémantique. Le Ant, bah, c'était un pot de pu, quoi, et c'était chiant. Et là, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous allez passer votre vie à devoir équilibrer ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les projets, si on va au fin fond de la sémantique, on va essayer de décrire sémantiquement le monde et on ne va pas y arriver. Donc il y a un moment où on doit s'arrêter dans notre système. Et en même temps, si on fait tout à l'arrache comme des gros bœufs, bah, on passera notre temps à tout foutre à la poubelle et on ne sera jamais capable de faire d'évolution intelligente en gardant des investissements passés. Au global, tout ça rentre dans une grande complexité qui est que l'informatique, depuis le début, est une science descartienne, c'est-à-dire du réductionnisme. Tu prends un problème, tu le découpes en petits problèmes, et qu'on arrive à un moment où notre science est en train de grossir, et on arrive au moment où Edgar Morin, qui a écrit le discours de la méthode et qui t'explique la complexité, te dit que dans un système donné, il faut accepter sa complexité. C'est typiquement ce qui est arrivé dans l'univers du machine learning. Je m'explique. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est un micro,
Et ça, un iPhone, quand vous le voyez. Parce que quand vous le voyez immédiatement. Mais si vous arrivez à me décrire avec des mots la différence visible de ce qui se passe dans votre tête pour comprendre comment vous voyez ça, faites-moi signe. Parce que c'est extrêmement compliqué, en fait, comme problème. C'est un problème qui n'est pas modélisable dans notre langage parce que la vue est un automatisme absolu chez nous. C'est-à-dire qu'on l'a appris avant d'être capable de modéliser le langage. C'est des impulses système. Et donc, tant qu'en intelligence artificielle, on a tenté de décrire à l'ordinateur comment on voyait, on n'a pas réussi parce qu'on n'était conceptuellement pas capable de l'expliquer à l'ordinateur, parce qu'on n'est même pas conceptuellement capable de l'expliquer à nous. Et donc, on a fait ce qu'on fait nous, c'est-à-dire on a pris un truc, on a frappé toute la data en vrac dedans, parce qu'on avait des gros processeurs maintenant et des grosses banques d'images, et donc on a appris à l'ordinateur à voir, en ne comprenant toujours pas les systèmes sous-jacents, mais en faisant rentrer dans l'idée de la complexité que ça doit être complexe, et donc du coup on va le traiter en apprentissage plutôt qu'en l'expliquant sémantiquement. Et vous voyez, quand je vous dis que c'est un équilibre, on peut faire un équilibre positif en faisant n'importe quoi en binaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est là qu'être architecte est une science intéressante où on s'engage, c'est parce qu'il y a des enjeux compliqués. Le quatrième gros problème de l'industrie informatique, c'est la data, et parce que la data a une gravité. Le fait que la data ait une gravité, c'est une expression de Laurent Dauguin, qui est VP évangélisme chez nous, enfin VP DevRel chez nous. Ce qu'il veut expliquer par là est relativement simple. Globalement, les programmes, ils prennent de la data en entrée, ils processent des trucs et ils chient de la data. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'on va, la plupart du temps, essayer de reposer sur des databases et des event brokers parce qu'ils savent gérer de la data. Puis quand on a beaucoup de data, on va se retrouver à faire des systèmes distribués. Et dès qu'on a un système distribué, on rentre dans le CAP théorème. Le CAP théorème, c'est quoi? C'est un système qui dit, si vous avez de la consistance, de la tolérance à la partition du network et de la viability, vous devez choisir 2 des items et l'optimiser selon votre trade-off, mais vous n'aurez jamais les 3. Pourquoi? Parce que la totalité de l'informatique doit reposer sur des transactions, et que la transaction, c'est se mettre d'accord en temps et en heure, ce qui revient à notre problème numéro 2, et que ça repose sur un truc qu'on appelle l'IO. Et l'IO, c'est quoi? C'est parler sur le network et écrire sur le disque dur. Et globalement, je ne connais pas beaucoup d'applications qui ont un problème de CPU. Les problèmes de lenteur sont plus ou moins toujours liés à l'IO. Parce que parler au CPU et parler au réseau, c'est très, 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 très lent. Je vais vous donner un exemple avec cette série de chiffres qui vous permettent de comprendre. Imaginons que vous vouliez manger du pain pour le petit-déj. Vous avez acheté du pain hier, il est dans votre cuisine. Vous êtes dans votre cuisine, vous coupez du pain, vous mangez du pain, ça vous a pris 1 minute. Ça, c'était aller lire dans le cache L1 du processeur. En restant dans le processeur, mais en allant dans le cache L2, déjà, là, déjà, si on reprend notre exemple du pain, vous êtes sorti de chez vous, vous avez été à la boulangerie, vous remontez, vous tranchez du pain, vous le mangez, ça vous a pris 1/4 d'heure. On est sur les mêmes... Vous voyez, on est passé de « j'avais du pain chez moi » à « déjà je dois sortir ». Vous voyez tous le dimanche matin, le moment où vous dites « oh putain, j'ai pas de pain ». Maintenant, imaginons que vous deviez aller chercher la donnée dans la mémoire vive. Dans la mémoire vive, là, sur les ordres de grandeur, on est à 4h20. Vous prenez le TGV à Saint-Charles, vous allez à Lyon, vous achetez du pain, vous revenez et vous mangez votre pain. 4h20 à peu près, pour manger votre baguette de pain. Et maintenant, imaginons qu'on doive aller le chercher. Ah non, ça c'est sur le disque dur. Disque dur, SSD qualitatif. Et bien rien que ça, on est déjà à 208 jours pour aller chercher votre pain. Vous passez d'1 minute à 208 jours. Et si maintenant on se dit qu'on va aller parler sur le réseau, donc là on reprend cette fameuse idée du ouais, les volumes storage dans le network, c'est génial, tout ça, machin. Ah non, d'abord je l'ai mis. Donc ça, ouais. Avant, on est parti à se lire sur un disque dur tournant. Sur un disque dur tournant, là, on est, dans toujours mon exemple, on est sur 100 ans. Pour vous donner une idée, aller à Pluton, ça nous prend à peu près 15 ans, la technologie actuelle, et revenir de Pluton, 15 ans. Donc imaginons que sur place, vous avez fait pousser du blé, fait une meuleuse, etc. On est un peu sur l'idée d'aller monter un business de boulangerie sur Pluton pour bouffer votre petit-déj. À l'heure, tu vois, en 2018, ça voudrait dire qu'un
que si un poilu, à la fin de l'armistice de 14, s'était dit « Putain, j'ai vraiment envie de me faire une baguette de pain », là, il prendrait son petit-déj. Il tomberait face à Trump, il serait content, le gars, quoi. Et maintenant, vous allez chercher votre paquet en Californie alors que vous étiez aux Pays-Bas. L'aller-retour, 570 ans. C'est un peu comme s'il y avait un mec qui avait monté un commerce de boulangerie entre la Voie lactée et Proxima du Centaure et qu'on y allait avec un vaisseau de Star Trek, vous voyez ? Bon, le mec a intérêt à faire un bon pain, parce que c'est chiant quand même d'aller à sa boulangerie. Mais ça c'est les valeurs de l'IO. Donc vous voyez bien quand on vous dit non, il n'y a aucun impact, il n'y a pas de problème, on va mettre la database dans des volumes qui sont sur le réseau, et bien qu'on est sur un plan, parce qu'entre aller à Paris chercher votre pain et aller sur Proxima du Centaure, il y a quand même un sujet. En plus, il faut passer un coup de tel à Elon Musk, il faut que le mec ait de la bande passante. Essayez par Twitter, il est plus accessible via Twitter. Bref, tout ça, c'est les problèmes de l'IO. Et les problèmes de l'IO sont les problèmes de perf que vous devez gérer. Et donc l'IO, c'est le point central parce que toute votre architecture va se retrouver absorbée par l'IO, qui a une gravité, parce que vos data elles sont à un endroit, donc vous allez toujours essayer de rapprocher vos applicatifs de l'IO. Et donc il faut toujours réfléchir en IO. Vous voyez le point ? Le point suivant, c'est l'invalidation du cache. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais comme vous avez de l'IO et qu'aller lire dans la DB c'est chiant, en général vous mettez des caches et du coup vous avez un problème qui est lié à la transactionnalité, c'est que votre cache doit s'invalider à des moments et ça en fait ça fout la merde. Ce qui veut dire que sur ces 5 points-là, vous allez passer votre vie à faire des trade-offs. Et donc faire des trade-offs, c'est quoi ? C'est tester l'ensemble des technologies et vous demander quel accord bénéfice-risque est acceptable pour chacune. Mais vous voyez bien que tout ce que je viens de vous raconter ne peut pas du tout s'appliquer à on prend des décisions sur des rumeurs. Ça demande un travail consistant et rigoureux de tester les choses et de lire le code. À chaque fois que vous allez faire ça, vous allez devoir scaler votre vision sur quelque chose qui est un cas d'usage réel, ce qui veut dire introduire des nouveautés, le tester sur des vrais projets et les linker à votre cas d'usage réel en les remettant dans votre contexte. Parce que ce que je passe mon temps à expliquer, c'est que le boulot d'un développeur, c'est pas de savoir écrire du code. Le boulot d'un développeur, c'est de comprendre le métier dans lequel il est et de l'automatiser intellectuellement. En fait, ce que j'explique dans What's a Developer Job, c'est que le boulot d'un développeur, c'est de construire des machines-outils qui sont des remplaçants du cerveau humain. Au 19e siècle, la manufacture, on a des moteurs, on remplace les muscles humains. Et bien aujourd'hui, on est en train de remplacer des cerveaux humains. Et donc, c'est notre job en tant que développeur. Et donc, un bon développeur dans le milieu bancaire, c'est un banquier qui sait coder. Et en fait, quand vous regardez bien, un développeur, il fait souvent sa carrière dans le même secteur de métier. Et donc, c'est pour ça qu'il doit apprendre ce truc-là. C'est pour ça qu'il scale sa vision au global. J'ai écrit tout ça dans un article de blog il y a maintenant 2 ans. Pour l'appliquer dans votre boîte, vous devez construire ce qu'on appelle une track record. C'est-à-dire que dans votre boîte, quand vous voulez appliquer les changements et les nouveautés que vous avez pris aujourd'hui, vous ne devez pas tout faire d'un coup. Vous devez vous construire l'image de quelqu'un qui sait appliquer les changements. Et pour ça, il faut construire une track record. La track record, c'est introduire des nouveautés une à une. Si aujourd'hui, vous avez une prod gérée à la mano qui fait du Tomcat sur Java 1.6 en écrivant dans du Oracle, si votre cible de demain, c'est de faire des microservices en Go qui font du Hadoop dans un Kubernetes, vous voterez. Parce que vous changez tout d'un coup. Vous ne pouvez jamais changer tout d'un coup. Parce que vous prenez tous les risques en même temps. Et ça, c'est jamais un bon plan. D'abord, parce que vous avez trop d'incertitudes. Ensuite, parce que vous allez construire une énorme envie de vous défoncer la gueule des mecs d'en face. Et donc, plus vous prenez de risques, plus vous avez de chances de vous ramasser la gueule. Et ensuite, parce que vous ne savez pas ce qu'aura marché. Ce qui fait que le projet sera un succès entre celui-là et celui-là, comme vous avez changé tous les paramètres, vous ne savez pas si votre paramètre à vous est un bon point. Alors que si vous changez juste la base de données et que ça se passe mieux, eh ben vous pouvez dire, la base de données, manifestement, c'est mieux. Trouvons un autre point d'amélioration, on va changer ça ce coup-ci. Vous voyez le point du truc ? Et du coup, vous construisez des succès. Votre track record, c'est d'introduire des nouveautés calmes qui ne créent pas une énorme énervation dans toute la boîte. Vous introduisez un changement calme, ça crée un succès rapide, et comme ça, vous devenez un champion.
Et comme le champion, tout le monde a envie de se coller à lui, petit à petit, vous récupérez la possibilité de faire des meilleurs projets, des meilleurs, et vous pourrez continuer à vivre dans ce monde merveilleux qu'on vous présente dans les conférences, des technologies, de la vie réelle qu'on utilise, et arrêter de retourner frustré dans vos boîtes. Je vous remercie énormément de votre attention. J'ai amené un tas de stickers que je vais aller poser sur les chaises qui sont là. Et je suis disponible. N'hésitez pas à tester Clever Cloud. Vous verrez, ça rend productif et joyeux. Merci encore.